Alors, on y va pour la création d'un toast. Qu'est-ce que c'est qu'un toast, ce petit nom bizarre? Eh bien, c'est une information qu'on va faire apparaître à l'écran. Attention, un toast n'est pas une modale. Une fenêtre modale, ça y ressemble un peu, c'est une information qu'on fait apparaître, mais qui demande une validation, qui demande une interaction. Un toast, l'interaction n'est pas obligatoire. Vous voyez que ici, ce n'est pas obligatoire, ça va disparaître par lui-même, comme ça. Donc ici, on va imaginer qu'on ajoute un élément au panier, donc je sais pas, une paire de chaussures ou quoi que ce soit dans un e-commerce, et on a envie d'avoir cette petite visualisation. Donc quand on rajoute au panier, quand on a un panier comme ça, il y a plein de choses possibles. On peut cliquer sur ajouter au panier, faire apparaître une sorte de, de menu rideau sur le côté, on peut directement aller au panier, ou on peut montrer comme ça ce qu'on appelle un toast, qui permet de voir le panier, visualiser l'achat, et voilà, tout simplement. Et ensuite, ça s'en va parce qu'on peut aussi laisser à l'utilisateur le choix de continuer sa navigation. Donc, je vous ai préparé tout ça. Désolé si je parle un peu du nez. Je crois que j'ai une sinusite. Voilà, mais c'est pas grave. Donc ici, je vous ai préparé le code source avec le dossier de départ et le code source. Et vous allez pouvoir eh bien, créer ça pour faire un exercice, en fait, hein, tout simplement. Hop. Donc on a ça qui est juste ici. Je vois que j'aurais pu rajouter un peu de padding ici, on le rajoutera ensemble. Donc vous avez le dossier de départ avec les 3 fichiers. Avec un peu de style de départ, je vous ai pas fait coder le bouton ici, je vous l'ai déjà codé pour vous. Et puis vous avez les consignes .txt, hein, tout simplement pour vous expliquer ce qu'il faut faire. D'accord? Donc cliquez ici et créer un toast. Voilà pour ça. Alors ça peut paraître simple, on peut se dire bon ça va, afficher comme ça une sorte de petite modale, de petite information, puis la faire disparaître, ce n'est pas si compliqué que ça. Eh bien, si, c'est compliqué. C'est compliqué, regardez, parce que, notamment, on peut cliquer plusieurs fois sur le bouton. Regardez, je clique une fois, puis je reclique, et ça va faire un reset. Ça va faire une remise à zéro, comme ça, de l'animation. Parce que je peux, imaginons, rajouter plusieurs produits au panier. Ça va actualiser une petite icône de panier avec une incrémentation d'un petit nombre, etc. Et donc, on doit pouvoir remettre à zéro tout ça. On doit aussi pouvoir remettre à zéro quand l'animation est en train de se terminer. Là, vous voyez, hop, ça redémarre juste ici. C'est pas si simple, c'est vraiment pas si simple. Et vous allez voir si vous essayez de le faire, ou si vous codez avec moi, que tout ça demande quand même beaucoup de connaissances assez pointues en développement front-end. Ok, très bien, donc vous avez le choix, soit vous tentez de le faire tout seul, soit eh bien vous allez le faire avec moi directement. C'est vrai que vous pouvez aussi tenter de le faire tout seul, puis coder avec moi ensuite le résultat final. Donc si vous faites ça, vous avez juste à faire un CTRL-C ici, vous dupliquez le dossier de départ et vous appelez ça, je sais pas moi, correction par exemple. D'accord? Donc vous avez le dossier de départ dans lequel vous pouvez jouer, vous amuser, tenter de le résoudre tout seul, etc. Et vous avez le code source et la correction pour coder le tout avec moi. Voilà, si vous voulez faire tout ça. Ok, donc nous on va pouvoir démarrer, donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo, donc c'est pas mal. C'est la rentrée, on va pouvoir redémarrer tout ça. Donc ici, on ouvre notre index HTML pour commencer. On a juste un main de base avec le bouton ajouter au panier. Donc on a finalement la même UI, sauf que quand je clique ici, il ne se passe rien. Alors que là, on a bien le résultat final. Donc au niveau de l'HTML, qu'est-ce qu'on va faire? Donc on voit qu'ici on utilise la BEM notation, donc block element modifier. Donc là on a un bloc par exemple, puis on a un élément avec les deux underscores ici. Et ensuite on a un autre élément ici. Ici je lui ai mis le petit C devant pour component. Donc ça c'est quand on code avec SAS par exemple, on peut faire ce genre de choses. Et puis on a un petit modifier justement ici. Les modifiers c'est avec les deux tirets. Ça permet de rajouter juste un peu de style, ou ça permet de se faire sélectionner en JavaScript par exemple. Ok, donc on a le main, et puis en dessous, on va créer notre toast. Alors ici, il y a déjà des éléments qui existent pour une boîte de dialogue, mais une boîte de dialogue, c'est une fenêtre modale qui attend une réponse forcément de l'utilisateur. Un toast, c'est une information qu'on montre, avec potentiellement l'utilisateur qui peut cliquer dessus s'il y a des choses à faire dessus, mais ce n'est pas obligatoire. Et en général aussi, ça s'en va au bout d'un certain moment, un toast. Voilà, ça disparaît. Donc je vais utiliser une bonne vieille div ici, Donc cart toast. Alors j'espère que vous y voyez bien, je vais sinon agrandir tout ça. Ça on va le mettre sur le côté. Et déjà ici, ça me dérange le fait que ce soit collé sur le côté. Donc le main content, on a mis du padding top, on va aussi mettre on peut utiliser padding inline par exemple ici.
Mettre 20 pixels comme ça, voilà. Hop, ça va se décoller. Alors, ça se décolle ici, du coup. Pour le dossier final, code source, on va venir le faire rapidement. Sinon, ça va m'énerver. Donc, on va venir juste ici. Voilà, on va le mettre là. Ok, super. Donc, c'est bon, on a bien notre petit décalage ici. Notre index HTML, on continue. Donc, on a notre carte toast, ça c'est le bloc. Ensuite, à l'intérieur, on va avoir plusieurs éléments. Donc, carte toast underscore text. Et à l'intérieur, produit ajouté au panier. Comme ça. Avec Windows, vous pouvez appuyer sur la touche Windows et point. Windows point, comme ça. Et vous pouvez taper panier ou carte, peut-être. Donc, carte, ça va pas marcher. Comment on appelle ça? Caddie en français? Parce que moi, j'ai... Ah, je sais pas, je l'avais trouvé, mais du coup... comment on appelle ça? Chariot. Chariot, et ça va vous le trouver comme ça. Ok, donc on a notre produit ajouté au panier, très bien. Ensuite, div cart toast underscore buttons. Et à l'intérieur, je vais avoir deux boutons donc, qui vont reprendre CTA, donc call to action button. Comme ça. Et je vais écrire voir le panier. Et en dessous, je vais écrire finaliser l'achat. Finaliser l'achat. Enfin, dernière chose qu'on a envie de montrer, c'est une barre de progression. Donc en dessous de cette div qui gère les boutons, on va créer une div avec cart toast underscore progress bar. Qui est encore une fois un élément de notre... alors, block element modifier, un élément de notre bloc. Donc là, si vous n'utilisez pas trop block element modifier encore, ou une convention de nommage similaire, vous pouvez vous dire, wow, est-ce que c'est vraiment utile, tout ça? Oui, ça l'est. Alors, pour un petit exemple comme ça, encore une fois, on voit pas trop l'utilité, mais ça permet vraiment de mieux débugger. J'arrive sur du code, je vois en fait que là, dès que je vois un underscore, je sais que c'est un élément. Donc ça veut dire qu'il y a un parent. Ça veut dire qu'il y a un parent qui est un bloc, qui contient le tout. Un bloc, un composant, une section, ce genre de choses. Donc vous voyez que mentalement, je me visualise déjà ce qui se passe. Rien qu'en regardant une classe, je sais déjà un petit peu plus ce qui se passe. Ensuite, je peux avoir un modifier juste ici. Donc je me dis, tiens, ça va être modifié soit en CSS, soit ça va être sélectionné en JavaScript, etc., etc. Le petit C ici, donc ça c'est quand on code avec SAS par exemple. Alors ici aussi, du coup, hein, j'ai fait un style global, mais bon, avec SAS, on essaye de le moduler un petit peu plus, de créer des fichiers séparés. Et donc en fait, ça permet de réutiliser certains composants, et donc de savoir directement, dès que je vois un petit C devant, je me dis, ah ok, c'est un composant, c'est réutilisé. Je sais où le retrouver facilement dans mon code CSS, dans mon code SAS. Je sais que c'est un composant, voilà, il faut pas faire n'importe quoi avec, parce que sinon je vais changer le style à plusieurs endroits. Vous voyez, directement, on a beaucoup d'informations. Voilà. Et puis on a terminé, donc bon, pour l'instant, ça donne pas grand-chose, vu qu'on n'a pas de style CSS, mais on va pouvoir continuer. Alors on se retrouve dans le CSS. Je vous avais laissé un peu de CSS pour le titre et le bouton qu'il y avait déjà ici. Maintenant, on va pouvoir coder cart toast. On veut qu'il soit tout le temps fixe à l'écran quand on peut potentiellement scroller. Donc, position fixed. Quand un élément est positionné, on a accès aux propriétés top, bottom, etc. Je vais le placer à top 32 pixels. Donc là, c'est une valeur arbitraire. OK. Ensuite, je veux parfaitement le centrer. Left 50%, ça le pousse de 50% de la largeur du viewport, de la partie visible de votre page ici. Et donc 50% là, mais ce n'est pas encore tout à fait parfaitement centré. Pour mathématiquement parfaitement le centrer, il faudrait le tirer vers la gauche de 50% de sa largeur ici. D'accord? Pousser de 50% de la largeur du parent, tirer de moins 50% de la largeur de l'élément, ça centre parfaitement un élément. Et donc transform, translate x, moins 50%. Et là, on a notre élément qui est centré. Super. Ensuite, la largeur. Ici, je vais mettre width 40 VW. Vous voyez que j'ai créé une abréviation avec emmet, qui est une extension directement disponible sur VS Code. Vous pouvez appuyer sur Entrée ou sur Tab quand vous avez le petit tooltip, et ça vous permet de l'écrire. Par exemple, padding 0, etc., ça l'écrit directement. Ok, donc 40 VW, 40 viewport width, la largeur du viewport, donc 40% de la largeur de l'écran ici. Mais j'ai envie de lui mettre des limites. Donc max width, je lui mets 420. Au max, le toast prendra 420 pixels. Donc quand je suis en grand écran, et quand je suis en petit écran, quand le viewport width sera plus petit, j'ai envie d'avoir un minimum de... J'avais mis 340. Bon là, on pourrait arranger un petit peu plus le côté responsive, mais ça fonctionne déjà pas mal. Ensuite, pour ce qui est du BG Color, j'avais mis un F1, F1, F1. Voilà.
Très bien. Le padding, on va lui mettre un 26 pixels en haut et en bas, 20 pixels à gauche et à droite. Border radius, 5 pixels pour arrondir le tout. Ok, donc là, on voit pas encore grand chose, donc on va souligner notre interface, notre morceau d'interface avec box shadow. Box shadow, je vais lui mettre 0 sur X, car je n'ai pas envie de décaler mon ombre sur X. 8 pixels sur Y, car j'ai envie de la faire descendre, on voit les 8 pixels ici. Néanmoins, la couleur est solide, c'est-à-dire qu'elle est pleine. Nous, on veut du flou, donc on va écrire la troisième valeur qui gère le flou, 24 pixels. Super, mais ma couleur est un peu trop mat, c'est un noir mat. Je veux un noir plus opaque, moins opaque, justement, avec moins d'opacité, donc plus transparent. Donc je vais faire RGBA, 0, 0, 0, c'est la couleur noire, et 0,2, ça veut dire 0,2 d'opacité. Donc voilà, ça va être moins marqué. Super. Ensuite, on va rajouter une petite bordure ici, pourquoi pas, dans une couleur grise, CB, 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 afin de souligner notre... c'est pas une modale, hein, c'est un toast, donc de souligner notre élément juste ici, les contours de l'élément. D'ailleurs, là, je mettrais peut-être même un peu plus... Alors, voyons voir ici, quand on a ça. Pourquoi ici, le fond est en noir? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je sais pas pourquoi, mais notre navigateur est en train de faire des siennes ici. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ouvert ça peut-être? Non. Très étrange ce petit bug qu'on a eu là, bref. Non, finalement, il y a assez de padding à la fin. Ok, je voulais juste vérifier le padding ici. Ok, j'ai rien dit. Donc, on a la bordure juste là. On peut continuer. On va avoir une animation quand l'élément apparaît et disparaît. Et donc, cette animation va être liée à l'opacité, mais aussi à visibility. Donc, on y va ici. De base, on va le faire disparaître visuellement avec opacité. Et on le fait disparaître en termes d'accessibilité avec visibility hidden. Car il y a une différence entre opacité qui va juste le faire disparaître visuellement, mais on a toujours accès au bouton par exemple. Si je clique là, je vais cliquer sur un bouton, ce qui est horrible, il faut surtout pas coder ce genre de choses. On effectue des actions sans le vouloir. Et donc on le fait disparaître de manière accessible, donc au niveau de l'accessibilité avec visibility hidden. Donc là ça disparaît visuellement et on ne peut plus cliquer dessus. Ok, et on va mettre une transition sur les deux. Donc l'opacité 0,5 secondes is in out, virgule, Shift Alt flèche du bas, je duplique, et également la visibility, 0,5 secondes is in out. Et quand on va rajouter à notre élément la classe cart_toast_show, on va le faire apparaître, et on va aussi le faire apparaître en termes d'accessibilité. Là, il se passe quelque chose que je vais vous expliquer. Donc pour l'instant, il n'y a pas, vous voyez, il n'est pas visible, mais si je viens inspecter, donc clic droit inspecter, ça ouvre les DevTools, que vous pouvez dock ou undock. Donc normalement ça apparaît ici, vous pouvez cliquer sur les trois petits points, puis undock. Vous êtes dans Elements, qui est une représentation sous forme d'HTML de votre DOM, des éléments de votre site. Et vous prenez par exemple la petite carte ici, hop, et vous pouvez rajouter la classe en double-cliquant ici. Je rajoute la classe, j'appuie sur Entrée, et regardez à droite, notre élément apparaît avec la petite animation. Et quand j'enlève la classe, il disparaît directement parce que j'ai dû faire une erreur. J'ai écrit ici visibility au lieu de visibility. Donc on va retenter l'expérience. Désolé pour ça, c'est des choses qui arrivent. Là, on a l'animation, ok. Et quand je retire ma classe, on a l'animation de disparition. Mais alors, qu'est-ce qui se passe vraiment sous le capot ici? Parce que en fait, visibility a un comportement spécial quand on lui met une transition. Quand on lui met une transition, quand on passe de hidden à visible, eh bien, c'est instantané. Même si vous avez rajouté une transition, ça se fait instantanément. Ça permet de créer une animation fade in, fade out avec opacity plus visibility. Parce que du coup, ça devient visible et ça devient interactif directement, et ça commence à apparaître de 0 à 1 pendant 0,5 secondes. Ça permet cette chose-là. Sinon, en fait, ça se fait de manière on-off visibility. Il n'y a pas d'animation durant 0,5 secondes. C'est soit ça se fait instantanément, soit après ça attend 0,5 secondes avant de disparaître. Donc en fait, cet assemblage de opacity et visibility permet d'avoir un fade in, fade out, comme on a juste ici. Voilà. Donc quand on passe de hidden à visible, ça se fait instantanément. Quoi qu'il en soit de la transition ici, ça se fait instantanément. Et quand on passe de visible à hidden, là par contre ça va attendre la durée de transition qu'on a mis là avant de passer à hidden. Ce qui est logique, parce que du coup ça permet de passer de 1 à 0 au niveau de l'opacité, le retour en fait.
Ça permet d'attendre que l'élément disparaisse visuellement avant de se hidden. Alors que dans le cas contraire, lorsqu'on veut faire apparaître l'élément, on veut d'abord le faire apparaître et avoir l'animation d'opacité. Voilà. Bon, j'espère que vous avez compris, c'est un peu complexe à comprendre, mais finalement c'est très logique et ça permet en fait de faire cette animation de fade in, fade out. Ok, maintenant qu'on a tout ça, on va pouvoir s'occuper du reste, c'est-à-dire du texte et des boutons qu'on a juste en dessous. Donc je vais mettre ça en commentaire, CTRL-C, hop, ou CTRL/ aussi, ça fonctionne, pour juste voir nos éléments qu'on a juste ici. Donc, cart toast _ text, on lui met font size 18, FZ18, text line center, margin bottom 32, donc MB32, comme ceci. Ok. Ensuite, le cart toast _ buttons, le container des boutons. Display flex, DF, justify content center, tu centres sur X, hop, et tu mets un petit gap, un petit écart entre les deux, 20 pixels. Et voilà, on a réussi tout ça. Donc ça centre sur X quand on est en mode rangé avec flex. Voilà, donc on a réussi à centrer tout ça, à mettre un petit écart au milieu. Et puis il nous manque quoi? Il nous manque la petite progress bar. Donc cart toast, comment on va gérer la progress bar? On vient ici. On veut la mettre tout en bas. Donc position absolute, ce qui se réfère au premier parent positionné. Le premier parent positionné, c'est le toast ici. Un élément est positionné quand il a une valeur autre que statique au niveau de la position. Statique étant la valeur par défaut. On le met tout en bas, bottom 0. On le met en bas à gauche. Ça démarre de la gauche. Hauteur 4 pixels. BG color, je lui ai mis une sorte de vert, si j'ai pas de bêtises. Donc hashtag 32CD32. Une width de 100% pour voir au début. Hop, donc on voit qu'on a notre barre verte qui est apparue juste là. Et ce qu'on va faire ici, alors deux choses. Déjà ici, j'ai envie de rajouter border bottom left radius. Border bottom left radius 5 pixels. Et border bottom right radius 5 pixels. C'est juste pour en fait arrondir les angles à ce niveau-là. D'ailleurs, si on zoome, si c'est bien fait justement. Donc en fait, ça sert à regarder. Si l'enlève, normalement, on devrait avoir... ça ressort un petit peu. Bon là, on est vraiment sur des détails, hein, mais ça permet d'avoir un rendu qui est un poil meilleur ici. Voilà. Ok, et enfin, en fait, on veut la scale à 0. Donc, qu'est-ce que ça fait? Transform scale X. Donc, scale X, c'est... comment dire ça? C'est le niveau d'étendue. En fait, regardez, si vous mettez 0,5, on va étendre l'élément à 50%. Et si je mets 0,1, hop, à 10%. Et si je le mets à 0, il va disparaître comme ça. Et enfin, on veut que sa transform origin... son origine de transformation parte de la gauche. Donc transform origin parte de la gauche. Donc maintenant, si je mets 0,5, si tu prends 50% de la largeur ici, vous voyez que ça part de la gauche. Ça part plus du milieu qui est l'origine de transformation par défaut. Ok, vous avez compris scale X ici? Ça fait scale un élément, ça étire un élément en fait, ça étend un élément. Donc de base, on lui a donné 100%, et on peut choisir ensuite de l'étendre ou pas, 0,5, etc., etc. Ok, très bien. Donc allez, je vous le dis quand même, ici, transform scale, on le fait avec des éléments qui ont une couleur pleine comme ça, mais qui ne contiennent pas, par exemple, de texte ou des choses comme ça. Pourquoi? Parce que ça va vraiment étendre, un peu comme, je sais pas, de la pâte à modeler, par exemple, le texte aussi. Donc regardez, si je viens, je sais pas, au niveau du texte ici, et que je lui fais un scale 2, vous voyez, ça va l'étirer un peu comme si vous mettiez vos mains à gauche et à droite et que vous tentiez d'étirer cet élément-là. Donc quand il y a du texte ou des images, ça fonctionne pas. Quand on est sur des barres pleines comme ça, eh bien on peut, vu que c'est juste une couleur en fait, donc qu'on les tire ou pas, c'est pareil. Voilà, c'est pareil. Bon, tout ça c'est des détails. On va... pourquoi j'ai un settings JSON ici, moi? Ah oui, je l'ai juste changé... Bref. On va maintenant passer au script. Et on va refaire disparaître notre toast ici. Tac, on le fait disparaître. Ok. Donc notre script, c'est parti. On va avoir besoin de plusieurs éléments du DOM à manipuler, notamment add to cart btn. On vient le chercher dans document.querySelector et on vient prendre notre c-cta-button-add to cart. C'est un peu long, mais au moins on sait de quoi on parle. Ensuite, const toast est égal document.querySelector, c'est notre cart toast.
On veut également la progress bar qu'on va faire, qu'on va manipuler, est égal document.querySelector cart toast _ progress bar. Et enfin, const cart. Non, ça c'était pour un test que j'avais fait précédemment, mais finalement on va plus l'utiliser. Donc on va juste avoir besoin de ces trois éléments. Le bouton sur lequel on clique, le toast qu'on veut afficher, et progress bar pour le reset notamment. Ok, première chose à faire, on veut rajouter, donc on veut être à l'écoute d'un événement sur add to cart button. Point add event listener. Quand je clique dessus, j'ai envie de montrer le toast, donc j'envoie la fonction showToast. La fonction showToast, ici on appelle ça un event listener, un écouteur d'événements. C'est une fonction en fait, qui va réagir lorsque l'événement a lieu. Ici, on va créer une petite variable letToast timeout. En fait, on va avoir un timeout, c'est-à-dire un timer qu'on va avoir, par exemple ici, on le voit, au bout d'un certain moment, ça va disparaître, c'est le timeout. Parfois, on va avoir envie de le cancel, on va avoir envie de l'annuler. Et donc c'est pour ça qu'on se garde une petite variable ici. Ensuite, on se crée la fonction showToast. Donc notez que j'ai créé la variable letToastTimeout juste au-dessus de la fonction qui va l'utiliser. C'est important de faire ça pour que le code soit plus propre. Première chose qu'on a envie de faire, tout simplement, c'est de faire apparaître notre toast. Donc on va faire toast.classList.add cart toast --show. Donc notre toast, notre élément qu'on a sélectionné du DOM, .classList, qui est une petite API pratique. Donc il y a plusieurs types d'API qui existent. Hein. Ici on parle d'API, de bibliothèque d'API, c'est-à-dire des méthodes en fait pratiques, qui nous permettent de rajouter une classe à cet élément. Cette classe c'est cart_toast_show. Cart_toast_show, elle est où? Elle est là. C'est ce qui nous permet de faire apparaître notre toast. Voilà. Ensuite, en dessous, j'ai envie de envoyer progress bar. Alors, progress bar .style.transition est égal transform 4 secondes linear. Je vais envoyer une transformation sur ma progress bar et donc je lui rajoute une transition à ce niveau-là. Ensuite, en dessous, je lui rajoute une transformation, donc scale sur x. 1. Je vais étirer ma barre de transformation. Voilà. Pourquoi je rajoute transition ici? Je vous le dirai un petit peu plus tard. Donc je laisse un petit marqueur, ici. Mais là, sinon, on comprend que on va venir étirer comme ça notre barre. Ok? Et puis, dernière chose, j'ai envie à un moment de faire disparaître mon toast. Donc, toast timeout est égal set timeout. Donc, set timeout est un timer qui permet d'exécuter une fonction callback. C'est la fonction que j'ai passée ici. Dans cette fonction callback, je vais enlever la classe qui a permis d'afficher notre toast. Et il y a un second argument qu'on passe à la méthode setTimeout, c'est à partir de quand je veux exécuter la callback, à partir de 4 secondes. C'est en millisecondes ici, donc 4000 millisecondes, 4 secondes. Et donc là, normalement, eh bien écoutez, ça devrait fonctionner. Quand je clique sur le bouton, ça va exécuter cette fonction, qui va faire apparaître notre élément, qui va faire étirer notre progress bar, et à un moment donné, ça va faire disparaître tout ça. Attention, hop. Alors, on voit que... Ah oui, parce que j'ai dû laisser le transform, le scale à 0,5 ici. Donc évidemment, on part de 0, on actualise, on clique, et ça fonctionne. On a bien une animation d'apparition, la progress bar qui défile, et ensuite on a, au bout de 4 secondes, le retrait de cette classe, qui va en fait faire disparaître mon élément. Génial, génial, ça fonctionne. Là, un débutant se dirait quoi? Il dirait, bon bah super, ça fonctionne, je passe à la suite. Eh bien, non. Quand on a terminé comme ça n'importe quoi, à vrai dire, eh bien, notamment en termes de développement front-end, il faut essayer de casser l'interface. Il faut essayer de cliquer partout, de scroller, de drag and drop, tout dépend de ce que vous êtes en train d'utiliser. Ici, on utilise le clic, donc il faut essayer de cliquer plusieurs fois, vous voyez? Et donc là, je vais cliquer plusieurs fois, et va y avoir un problème. On voit que ma barre de progression, elle est juste ici. Vu que je clique plein de fois, ça crée plein de timeout. Ce qui fait que si on reclique plusieurs fois, parfois ça peut enlever ça peut enlever la classe comme ça de manière intempestive. Donc il y a plein de choses à régler en fait. Ce n'est pas du tout terminé ici. Ok, donc je vous avais écrit dans les consignes qu'on devait gérer justement le cas de figure où on ajoute plusieurs choses au panier, donc on clique plusieurs fois. Donc en fait, il faut rajouter un reset. Vous voyez? À chaque fois, hop, ça va reset
la barre de défilement, etc. Donc, on va gérer un premier cas de figure. On va dire que if toast.classlist.contains cart toast show. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si j'ai recliqué en fait sur le bouton quand il y avait l'animation qui était en cours en fait. Ça veut dire que le toast il a cette classe, ça veut dire que l'animation a lieu. Et donc il faut que je remette tout à zéro. D'accord? Donc on a un premier if ici, et on peut englober le reste, donc notamment ces choses-là, dans un else. Pour monter et descendre, vous faites Alt, vous montez, vous descendez comme ça. Ok. Donc ça en fait c'est un else, c'est si j'ai pas déjà cliqué sur le toast, alors je fais juste une animation normale, et là c'est si j'ai déjà cliqué sur le toast. Le timeout, on le met toujours à la fin ici, on le met pas dans une condition, d'accord? Parce que quoi qu'il arrive, on va avoir envie de le laisser là. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que ici, en fait, on a envie de clear timeout, toast timeout. Alors, toast timeout. Il faut savoir que la méthode timeout retourne un index qui correspond au timeout qu'on a enregistré dans le navigateur. Quand on exécute cette timeout, ça va exécuter cette callback au bout de X secondes. Donc, on enregistre ce timeout dans le navigateur. Donc, ça a un index qu'on a mis dans la variable globale ici. Et cet index peut être réutilisé si on veut le clear. C'est-à-dire que, ok, finalement, je n'ai pas envie d'exécuter ça parce qu'il s'est passé quelque chose. Eh bien, je vais clear timeout avec son index. Ok? Donc en fait, si on reclique, on veut le clear, vu qu'on veut le redémarrer en fait. Donc c'est pour ça que je le clear ici. Et ensuite, je vais appeler une fonction que je vais appeler reset progress bar. Parce que je veux remettre à 0 également la progress bar. Cette fonction, je vais la créer en dessous. Ici, j'ai envie de remettre la progress bar à 0. On peut copier-coller ce qu'il y a juste ici. Donc pour ce faire, je vais d'abord mettre une transition de none, car j'ai envie de la remettre à 0 sans qu'il y ait de transition. Regardez, je clique, ça revient à 0. Il n'y a pas de transition ici. Ça, poum, d'un coup, ça revient à 0. Et le scale X, je vais mettre 0. Je vais mettre 0 comme ça. D'accord? Très bien. Sauf que si je fais juste ça, je viens cliquer ici, attention, regardez, je clique. Bon, bah, ça revient à 0, mais ça se relance pas après. Donc, on pourrait se dire, peut-être que je vais faire ça. Peut-être que je vais faire ça, du coup, on peut copier juste ce qu'il y a au-dessus. Ceci. Mais là, on va tomber sur un problème. On sent qu'il y a quelque chose qui va pas ici. Il y a quelque chose qui est un peu bizarre. On essaye de changer, en fait, ces propriétés du DOM qui gère le style en ligne. On change ces mêmes propriétés 2 fois dans l'exécution d'une fonction. Et là, il y a un comportement spécial du navigateur. Il va en fait exécuter seulement les dernières propriétés du DOM que vous changez. Si vous vous répétez dans l'exécution d'une fonction, si vous répétez plusieurs changements à des mêmes propriétés, ça garde juste les derniers changements codés. C'est comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc en fait, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner ici. Si j'essaye de reset, il se passe rien quoi. Il se passe rien du tout. Ok ? Comment forcer le navigateur à prendre en compte ces changements, puis à effectuer ces changements? Il faut forcer le navigateur à faire ce qu'on appelle un reflow. Un reflow est un recalcul de la mise en page, c'est-à-dire qu'il va remettre à jour les données du DOM, le Document Object Model qui contient tous vos éléments et leurs caractéristiques, leur position, leur taille, etc. Pour ça, il existe plusieurs propriétés qui en fait vont forcer un reflow, parce que c'est des propriétés qui sont liées à la taille justement, qui sont liées à ce genre de choses. Des méthodes aussi peuvent faire ça. Et quand on les utilise, le navigateur veut être sûr qu'on ait les bonnes dimensions. Et donc notamment, il y a une propriété qui s'appelle offsetWidth qui permet d'avoir en fait la largeur d'un élément. Et donc je peux juste faire progressbar.offsetWidth comme ça. Juste comme ça. Finalement, je ne fais rien avec cette propriété. Hein. Ça, c'est une valeur, mais c'est même pas utilisé quelque part. Je l'utilise même pas, mais je l'écris juste. Et ça va forcer un reflow. Le reflow va prendre en compte les valeurs que j'ai changées juste ici et va les mettre dans le DOM. Et ensuite, ça va toujours exécuter ces 2 valeurs qu'on a juste ici. Donc en fait, ça permet de forcer le navigateur à prendre en compte les changements précédents, puis à effectuer ceci. Voilà. C'est un peu une technique avancée, et parler de reflow et tout, c'est aussi avancé. Je vous conseille de... Alors, si vous n'êtes pas forcément débutant, parce que ça peut être un peu beaucoup à voir d'un coup, tout ce qui est reflow, repaint, etc. Mais c'est quelque chose qu'il faut savoir à un moment donné. Il faut s'y intéresser. Comment vraiment le navigateur fonctionne pour afficher votre page. Il faut s'y intéresser à un moment donné.
Et là, les amis, eh bien, normalement, ça va fonctionner. Alors, si vous appuyez sur ajouter au panier, et je reclique maintenant, et maintenant, et maintenant, et ça fonctionne. Génial, bravo. Alors, j'ai l'impression que ma progress bar ici n'est pas de la même couleur que celle-ci. Celle-ci est plus sombre, décidément. Voilà, on s'en fiche un petit peu, mais c'est juste pour avoir exactement les mêmes valeurs. Hop, hop, on va mettre la même valeur. Donc c'était celle-ci. Si vous voulez exactement la même valeur, c'est celle-ci. Ok. Du coup, on a une barre qui est un peu plus sombre ici. Je trouve que c'est un peu mieux en termes du X, si on peut parler du X ici. Ok, mais justement ici, je vais vous montrer le dernier cas de figure. Donc ça fonctionne. Ça fonctionne de manière générale. C'est-à-dire qu'on a le premier cas de figure ici. On fait apparaître et disparaître notre toast. Donc ça, c'est ce cas de figure-là. D'accord. Ensuite, on a le second cas de figure. On essaie de recliquer. Alors, on essaie de recliquer, j'ai dit, quand on a l'animation qui a lieu comme ça. Ça, c'est le second cas de figure. Et on voit que ça fonctionne, on a le reset qui a lieu comme ça. Ok. Là, ensuite, on va arriver juste ici. Et si j'essaye de recliquer, eh bien, la barre ne s'est pas remise à 0. Elle s'est pas remise à 0 parce que, finalement, ici, j'ai relancé la transition. Et il n'y a pas de scale 0, en fait. Il n'y a pas de scale 0. Que ce soit avec l'animation de départ, quand je fais ça... Alors, attendez, j'actualise. Ok, donc, le premier cas de figure, là, que j'ai, ça va scale X jusqu'à 1. Et quand je reclique, bah du coup, c'est toujours 1, quoi. C'est toujours 1, en fait. Et pareil, si j'essaye de... Alors, si j'essaye de faire ça, vous voyez, je remets à 0 plusieurs fois, bah à la fin, ça va toujours arriver à scale X1, comme ça. Ok. Et donc, ce sera complet, comme ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, quand notre toast disparaît, donc à la fin de la transition du toast, il faut remettre la progress bar à 0. Pour ça, on va venir en dessous, et faire toast.addEventListener transition end, transition end, et si on va prendre l'event, l'objet d'événement. Alors ici, oui, je vous conseille toujours de créer une fonction séparée, donc là, je vais pas faire l'erreur. On va faire un handle toast transition end. C'est un peu long, mais au moins, c'est explicite. Donc toujours créer une fonction séparée avec les addEventListener parce que ça permet d'utiliser potentiellement removeEventListener qui permet d'enlever un écouteur d'événements. Alors que si on utilise une fonction anonyme à l'intérieur, on peut pas l'appeler cette fonction avec removeEventListener. Alors que là, on peut l'appeler. Ok, donc handle toast transition end. Donc en fait, transition end, c'est un événement assez pratique dans certains cas qui va avoir lieu quand on a une fin de transition. Donc la fin de transition, ici on la veut sur toast, quand en fait on a la fin de cette transition-là. D'accord, sur opacity et visibility ici. Voilà. Donc, eh bien, ça nous permet de déclencher cette fonction à la fin de cette transition. Et on va pouvoir venir lui dire ici, if, deux choses, event.property, alors on peut mettre le event ici. C'est un objet d'événement qui va être fourni quand la fonction va être appelée par le navigateur lors de l'événement ici, et qui contient des informations pratiques sur notre événement. Donc event.property name est égal opacity, je vais vous expliquer pourquoi après, et que notre toast n'a plus la classe, donc n'a plus la classe cart toast show. Dans ce cas-là, dans ce cas précis, j'ai envie de remettre la progress bar à 0. Et pour ce faire, je vais venir ici, hop, hop, transition, je vais mettre none. Et scale X, je vais mettre 0. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe ici et pourquoi on a besoin de checker ici l'opacité? Déjà, regardons si ça fonctionne. Je viens ici. L'animation se déroule correctement. Ok, super. Et là, normalement, ça a dû reset parce que, eh bien, l'opacité, il y a eu une transition qui s'est terminée sur l'opacité du toast, et donc ça a dû revenir à 0. Donc quand je reclique, ça devrait se relancer correctement. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. D'accord? Donc si on voit la progress bar ici, regardez. Là, on la voit qui grandit. Et dès que ça va s'arrêter, hop, ça revient à 0 comme ça. Super, super. Alors pourquoi j'ai eu besoin de toutes ces if ici, finalement? Je peux pas juste enlever tout ça? Ça ne se lance pas que lors de la fin de la transition sur le toast? Eh bien non. Et là, je vais essayer de vous expliquer ça facilement, mais ça fait partie de l'event bubbling, de la propagation des événements. C'est un concept qu'il faut connaître en JavaScript, qui est un petit peu compliqué. Quand un événement a lieu, quand je clique ici, par exemple, sur le bouton,
l'événement va être déclenché sur le bouton, mais il va aussi remonter, ce qu'on appelle le bubbling. Ça va remonter, c'est la propagation des événements, ça va remonter l'arbre du DOM. Chaque parent, s'il a un add event listener, s'il est à l'écoute de l'événement en clic, eh bien il va déclencher l'écouteur d'événements. Voilà. Donc qu'est-ce que je veux dire ici? Est-ce qu'il y a d'autres transitions qui ont lieu dans le toast? Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont lieu finalement? Bien oui, la progress bar, elle se situe à l'intérieur du toast. Et elle a une transition. D'accord? Elle va de gauche à droite avec une transition sur transform. Donc quand elle se termine, ça va déclencher la transition sur le parent, en remontant. Mais il n'y a pas que ça. Donc regardons. Ici, si je log hello bubbling par exemple, et que je vais faire inspecter dans la console, attention, je clique sur ajouter au panier. 2. Et ensuite, j'ai 3, 4, 5. Vous voyez que j'ai eu 5 occurrences ici. 5 occurrences de notre écouteur d'événements. Parce que à l'intérieur, j'ai 2 transitions qui sont juste ici. Donc de opacity et visibility quand on fait apparaître l'élément. Donc quand elle se termine, là c'est sur l'élément, ça déclenche tout ça. Puis j'ai une transition sur la progress bar. Là aussi, ça va le déclencher. Puis j'ai les 2 transitions de fin pour le retour de la transition. Et donc finalement, j'ai déclenché cette fonction 5 fois. Donc on doit bien vérifier que c'est lorsque la property name qui l'a déclenché, c'est opacity. Et lorsque je n'ai plus CarToast show, ça veut dire quand je suis en train de faire disparaître mon élément. Parce que quand je veux le cacher, je lui enlève la classe, ça démarre la transition, et quand elle se termine, eh bien, c'est bien l'opacité qui se termine ici. Voilà. Donc ça aussi, c'est du JS qui est assez avancé, hein. En termes de front, là, on est sur des choses qui sont assez avancées. Voilà. Et donc, vu que je remets tout ça à 0, c'est pour ça que ici, je vous ai mis les 3 petits points, que ici, je lui redonne une transition. Vu que là, je le mets à none, en fait, ici, il faut le remettre ici. Voilà. Bon. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Quel est le dernier cas de figure? C'est quand le toast va disparaître là. Voilà. Vous voyez que ça bug, en fait. Ça bug parce que il ne contient plus la classe CarToastShow. Je lui ai enlevé. Et donc, on a le else juste ici qui va se rajouter. Et on n'a pas le reset de la progress bar qui va avoir lieu. Bref, ça va bugger. Visuellement, ça se remet pas à 0. Et la modale ensuite, elle va disparaître au bout de 4 secondes vu qu'on relance ici un set timeout. Alors, quel est ce cas finalement? Quel est ce cas précis? Eh bien, c'est le moment où il n'y a plus CarToastShow, donc ça a été remove par notre set timeout, mais il est encore en train de disparaître, il est encore en train d'avoir la petite transition de 0,5 secondes ici. Alors comment on peut faire pour gérer ça? On vient ici, faire un if. Donc déjà, il n'a plus, comme je vous l'ai dit, la classe CarToastShow. Il l'a plus, ok? C'est en train de disparaître. Et c'est en train de disparaître. Comment on peut savoir ça? Eh bien, getComputedStyle de toast.opacity est supérieur à 0 et la même chose du coup et getComputedStyle.opacity est inférieur à 1. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire getComputedStyle.opacity? Ça nous permet d'avoir précisément la valeur de l'opacité à ce moment-là. D'accord? C'est une méthode qui existe, qui est assez pratique, notamment pour ce genre de petits cas de figure. Donc on a précisément l'opacité et il est entre 1 et 0. Ça veut dire quoi être entre 1 et 0? En fait, il est en train de transitionner. Il est dans la transition. Il est entre 1 et 0. Il est à 0,7. Il est à 0,2. Il est à 0,3. Vous voyez? Donc il est dans la transition. Donc en fait, j'ai cliqué quand la classe ici n'était plus là, et quand je suis en train de transitionner. Et donc dans ce cas précis, je dois re-rajouter la classe pour remontrer le toast, d'accord, pour le laisser à l'écran. Donc je vais lui rajouter le add qu'on a juste là. Et je reset la progress bar. C'est pour ça que j'en ai créé une fonction séparée, c'est parce qu'on le réutilise ici. Voilà. Alors, pour être sûr de ne pas avoir fait d'erreur, je vais prendre le code final. Voilà, ouais, je pense que j'avais pas fait d'erreur, mais vu qu'il y avait pas mal de choses ici, en général, on peut facilement faire une erreur. Donc, pour tester ça, maintenant, il faut remettre à 0 quand il est en train de disparaître. Donc, attention, on a 0,5 secondes pour le faire, là. Et ça fonctionne, ça revient à 0. Je le refais, là. Et ça revient, ça fonctionne. Et voilà. Alors, il faut un if et un else if ici, du coup. Enfin bon, c'est pas très grave, mais if, else, et voilà. Et voilà, on a bien terminé tout ça. Donc vous voyez que c'était pas si simple de créer quelque chose d'aussi
Visuellement, c'est trivial, hein, ça apparaît, ça disparaît, bon, il y a une petite animation en dessous, on pourrait se dire, ça va, c'est pas très compliqué. Mais on a géré plein de cas de figure, notamment la mise à jour ici de la barre de progression, et aussi, on a géré les transitions, on a géré l'event bubbling juste ici. Donc finalement, c'est un super exercice. On a même parlé de reflow, ça on n'en parle pas souvent. Et c'est vraiment un exercice qui, je trouve, qui est très très bon. Alors, je pense que c'est très long, la vidéo doit être... Oh là 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 là, elle va être très très longue. Mais si vous avez le courage de la suivre jusqu'ici, je pense que vous avez appris plein de choses. C'est du super contenu que je vous ai pondu juste ici. Vous pouvez nous retrouver, la communauté sur le Discord en description. On parle développement web, on parle de l'industrie, etc. Vous pouvez suivre mes cours en ligne, tout ça est en description également. Et puis, il y a également la newsletter si vous voulez avoir des infos sur mes cours qui sortent ou parfois aussi je sors des articles. On se dit à la prochaine. Ciao.